très heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs de Podium Jeunesse. Bonsoir. Longtemps considérée comme un continent sans futur, l'Afrique devient de plus en plus une frontière ouverte sur l'avenir. Sa population est estimée à plus d'1 milliard de personnes, dont 60% sont des jeunes. L'avenir de toute nation, pour ne pas dire de tout continent, dépendant nécessairement de sa jeunesse. Quelle jeunesse faut-il pour une Afrique émergente? À l'occasion de la célébration de la 13e journée africaine de la jeunesse, ce panel de jeunes engagés qui est avec moi cet après-midi se prononcera sur la question. Mais tout de suite, je vous invite à découvrir leur identité avec Abidé Nyasingbe. Je vous retrouve juste après. Podium Jeunesse reçoit pour vous ce samedi Eric Diakbavi, juriste collaborateur dans un cabinet d'avocats. Flamé Ariafor, consultant individuel, WASH et développement durable. Rosaline Tchekpia, étudiante en Master 2 en sciences horticoles. Elle est aussi la chargée de communication du mouvement Girls Motion. Rodolphe Sanvi, diplomate, protocole de formation, secrétaire général du SPID International. Il est aussi communicateur et formateur. Vous suivez Podium Jeunesse sur la télévision togolaise. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse dont l'Afrique a besoin pour réussir son émergence. Vous le savez sans doute, la journée africaine de la jeunesse est célébrée tous les 1er novembre. Elle a été instaurée lors de l'adoption de la Charte africaine de la jeunesse dans la décision du Conseil exécutif du sommet de Banjul en 2006. La 13e édition a donc eu lieu le 1er novembre passé. Ce n'est un secret pour personne. L'émergence de l'Afrique est au cœur de tout débat. Dites-moi, quand on parle de l'Afrique émergente, à quoi fait-on référence? Ou pour vous, qu'est-ce que cela sous-entend? Rodolphe. Ok. Pour cette question, c'est une notion, je dirais, économique. Voilà. Et quand on parle d'émergence, on fait tout de suite allusion au progrès économique. Et de façon très simple, ce que je peux dire, c'est que quand on parle d'émergence, on fait allusion au niveau de bénéfices qu'on a lorsque nous exploitons tout ce qu'il y a comme ressources dans un État ou dans un continent. Donc plus nous exploitons notre ressource, plus nous avons des bénéfices. Et en fonction du nombre de bénéfices que nous faisons, besoin du niveau de bénéfices qu'on se fait, on dit que nous sommes en train d'aller d'une émergence à un développement. Donc c'est ça. Donc c'est le bénéfice, c'est le niveau du bénéfice qu'on se fait qui nous permet donc d'amorcer notre émergence, qui nous permet d'amorcer notre développement de façon très simple. Merci. Qu'est-ce que répond de la question? Je pense que l'émergence, tout de suite, voudrait signifier que les valeurs, les facteurs dont un pays dispose pour sortir ses populations de la pauvreté et mettre ces personnes sur le rail du développement. Parce que parlant d'émergence, on sous-entend sortir d'un système à un autre. Et si nous rapprochons cette brève définition que j'ai faite à la jeunesse, nous voudrions parler de ce que tout État attend de sa jeune population pour booster les failles d'aujourd'hui. Parce que la jeunesse, ce n'est pas aujourd'hui. La jeunesse, c'est demain. Et c'est pourquoi je voudrais solliciter ces propos de l'ex-président sénégalais, M. Abdoulaye Wade, qui disait que « Dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel avenir tu auras ». Merci. Rosaline. Oui, pour résumer un peu ce que les deux ont dit, l'émergence en fait, ou une Afrique émergente, c'est une Afrique qui subit des transformations sociales et économiques en fait, qui permettent à chaque Africain d'avoir un niveau de vie décent, un niveau de vie où on n'a pas à penser à 2 fois ce qu'on va manger dans la journée, qu'est-ce qu'on va prendre pour porter. En fait, le minimum de nos besoins humains ou économiques en fait, soit satisfait dans cette Afrique-là. Donc c'est ce qui m'inspire le terme Afrique émergente. Merci. Merci Flamé. Oui, je pense que quand on parle de l'Afrique émergente, moi je dirais tout de suite une Afrique où la majorité de la population vit bien, vit quand même au-dessus du seuil de pauvreté. Et donc, comme l'a dit le Rosalie,
c'est là où tout le monde a quand même le minimum vital pour vivre, évoluer et jouir pleinement de tous ses droits humains. Donc, nous voulons parler de ce type de jeunesse dont l'Afrique a besoin pour réussir son émergence. Donc, il importe tout de même qu'on connaisse les caractéristiques de la jeunesse africaine. Donc, Rodolphe, pouvez-vous me parler des caractéristiques de la jeunesse africaine? Ok. Lorsqu'on me parle des caractéristiques de la jeunesse africaine, je vois deux choses. D'abord, sa force et sa faiblesse. Je vais commencer d'abord par sa faiblesse. Il faut dire que c'est une jeunesse qui se laisse facilement berner, qui se laisse facilement avoir, qui se laisse facilement emporter. Et aujourd'hui, quand nous prenons les guerres, quand nous prenons les problèmes que nous avons, c'est cette jeunesse qui est facilement exploitée pour les questions de guerre. Lorsque les djihadistes veulent recruter des personnes, c'est la jeunesse qu'on vient recruter. Et c'est une jeunesse également qui se laisse aller par la dépravation. Beaucoup sont ceux-là qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Quand tu prends WhatsApp, tu prends Facebook, tu prends Twitter et consorts, mais qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils passent le temps à se laisser aller par tout ce qui n'est pas utile en fait. Voilà. Et si je veux maintenant m'appesantir sur la force de la jeunesse, je dirais que c'est une jeunesse qui a beaucoup à donner. Voilà, elle a beaucoup d'innovation, elle a beaucoup d'intelligence, elle peut innover, elle peut inventer, elle peut créer. Donc cette jeunesse-là est à la fois forte et faible. Mais c'est à elle maintenant de pouvoir user de toute sa force, de tout ce qu'elle a comme potentiel, afin de pouvoir apporter un plus donc, à l'Afrique. Merci. Voilà. Flamé, tu as des ajouts par rapport à la question? Oui, je dirais que la jeunesse africaine est caractérisée par sa force, par son pouvoir créateur, par son caractère d'innovation, et elle est aussi caractérisée par ce manque de repères et de modèles. Parce que je dirais aujourd'hui que quand on dit manque de repères, c'est pour l'illustrer, je dirais, lorsqu'on voit aujourd'hui tous ces jeunes qui prennent la mer pour aller avoir une vie meilleure, pas sur le continent, mais ailleurs, ça veut dire quand même que cette jeunesse aujourd'hui n'a plus de repères, ne trouve plus de repères sur son continent. Et quand je dis aussi que cette jeunesse n'a de plus en plus de modèles, c'est quand on prend aujourd'hui tout ce qui se passe en Afrique, le contexte sociopolitique, ça veut dire que les jeunes aujourd'hui n'arrivent quand même plus à se définir dans des modèles africains. On pense peut-être, à tort ou à raison, mais pour moi c'est à tort, mais il n'y a quand même pas non plus d'éléments pour cette jeunesse-là aujourd'hui à qui vouloir se ressembler. C'est vrai, il y a des exemples sur le continent, mais il faut suffisamment qu'on ait de modèles, qu'on ait de repères sur tous les plans pour nous permettre quand même de dire que oui, demain, on veut faire comme tel. Et aujourd'hui, il y a ce travail à faire. Et il y a également ce problème je trouve qu'il n'y a pas assez d'échanges, de dialogue intergénérationnel aujourd'hui. Parce que les jeunes, je ne sais pas, n'ont pas le moyen d'aller échanger avec les aînés pour plusieurs raisons. Les aînés, à leur tour aussi, voient peut-être en la jeunesse, ils ont leurs raisons. Cette couche de la population-là, qui est peut-être trop pressée, qui veut tout avoir. Les adultes voient en la jeunesse une génération trop sûre d'elle-même, alors qu'elle a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Oui, pas seulement trop sûre, mais soit avec toute cette fougue-là que la jeunesse, il faut peut-être dire que la jeunesse est quelque part un peu impatiente. On veut tout avoir très rapidement. Et de l'autre côté aussi, bon, les gens ont peut-être peur de se faire, entre guillemets, virer par cette jeunesse-là d'une mauvaise manière. Donc, il n'y a pas suffisamment de dialogue intergénérationnel pour transmettre progressivement les mécanismes, les rouages de l'émergence là de développement à cette jeunesse aujourd'hui. Et donc, certes, la jeunesse, c'est formidable. Il y a quand même la créativité, il y a tout. Mais en même temps, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication intergénérationnelle pour préparer cette jeunesse-là à prendre la relève. Et donc, quand il n'y a pas ce dialogue, cette courroie de transmission, le débat est un peu biaisé, l'avenir est quand même problématique. Ouais. Merci, Rosalie.
Oui, je vais peut-être aborder d'autres aspects. Premièrement, vous avez dit dans votre introduction que 60% de la population de l'Afrique est jeune. Et quand on prend toute cette population jeune africaine-là, on représente 35% de la population mondiale, ou on représentera 35% de la population mondiale des jeunes, en fait, et ce qui nous donne une réelle force, en fait. Parce que ces 35%-là arrivent à réellement être autonomes et à émerger, en fait, à être indépendants et à générer des changements. On a une très grande force à nos côtés, on a de très grands atouts. Mais de la même manière que cette jeunesse peut être considérée comme un atout, de la même manière elle peut être aussi considérée comme une bombe à retardement. On est sur un fil très fin en fait, et par rapport aux ressources qu'on nous donne ou par rapport au dialogue qu'on a avec la génération en fait que nous suivons, nous allons soit basculer du mauvais côté, soit du bon en fait. Et c'est ça en fait qui est l'élément le plus important pour moi, la responsabilité de la société en fait dans la construction de cette jeunesse-là. Parce que si on prend une autre partie de la jeunesse, il y a la jeunesse est de plus en plus engagée. La jeunesse est de plus en plus engagée civiquement comme citoyennement. On a de plus en plus d'associations, de mouvements de jeunes en fait qui se positionnent sur des sujets environnementalistes, des questions de genre, des questions du droit des réfugiés, etc. On a de plus en plus de jeunes qui demandent la parole, qui demandent à se faire écouter, qui demandent à avoir des places dans les instants de décision en fait. On a cette jeunesse-là en fait qui veut être à la table des décideurs. On ne veut plus laisser les autres décider pour nous. Et c'est ça, en fait, qui nous a maintenus, ou qui nous maintient, en fait, dans cette situation d'impuissance. Parce que, au même moment qu'on dit qu'on veut promouvoir la jeunesse, au même moment, on ne nous donne pas l'occasion, ou on ne donne pas l'opportunité d'accéder à ça. Vous avez dit, on est à la 13e édition de la journée internationale, de la journée africaine de la jeunesse. Mais combien de jeunes sont au courant? Déjà, la date choisie, le 1er novembre, qui coïncide avec la Toussaint en fait. C'est comme si on ne peut pas dire qu'on veut promouvoir cette jeunesse-là et nous... En choisissant une date qui est déjà affectée à un événement mondial. Où on se rappelle des martyrs, alors qu'on est aussi en Afrique et on a beaucoup de révérence pour les défunts. Voilà, merci beaucoup. Donc, et on ne peut pas... C'est ça, en fait, c'est comme si on se joue de nous. Et c'est cet aspect-là, en fait, qui... Disons que ta remarque est très pertinente. Eric. Oui, parlant des caractéristiques d'une jeunesse africaine, je voudrais dire que cette jeunesse est assoiffée. Hein. C'est cette jeunesse qui, tout de suite... Assoiffée de quoi? Du meilleur. Voilà, parce que moi, je prends un exemple banal. Tous ceux avec qui j'ai fait l'université de 2011 à 2015 sont aujourd'hui en France. Et ils ne sont plus revenus. Et donc, la jeunesse... Ils y sont allés pour des cycles pour les études, pour la formation. Après, ils ont trouvé mieux là-bas que de revenir bâtir le continent mère. Et donc, c'est cette jeunesse qui est sans voix. Elle n'est pas écoutée. Mais je pense que nous, ici, nous disposons des ressources nécessaires pour pouvoir faire valoir les qualités de cette jeunesse, sauf qu'il faut, on le dit, une volonté politique de nos gouvernements, de nos gouvernants pour amener cette jeunesse à retrouver son rôle dans la cité. C'est ce que je dis, dans la cité. Sinon, sans quoi l'Afrique n'aura pas de jeunesse. Parce que si vous avez eu un fils à la maison qui n'est pas écouté, il finira par être frustré et devenir ce que vous ne voulez pas. Donc je voudrais que nous revenions sur la remarque que Rosaline a fait tout à l'heure par rapport à la date qui est choisie. Je sais que ce n'est pas le sujet de notre rencontre. La date qui a été choisie pour la célébration de la jeunesse africaine une fois l'an, le 1er novembre. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment problématique? Parce qu'il y a un événement qui est déjà affecté. Cette date a été déjà affectée. Un événement qui est la Toussaint. Et en Afrique, les morts ont leur place dans notre quotidien. Flamé. Oui, personnellement, je trouve ça quand même un peu problématique, hein, parce que la Toussaint, chez nous, c'est vrai que, en tout cas, ce 1er novembre-là, c'est compliqué de rassembler. Les pensées sont dirigées peut-être vers cette mémoire-là qu'on fait aux âmes trépassées. Et chez nous, en Afrique, c'est quand même assez suivi. Maintenant, après, je ne sais pas pour les autres pays, hein, si la même date est observée avec la telle ferveur au niveau du Togo, mais
je ne sais pas non plus, je n'ai pas les éléments qui ont poussé quand même les dirigeants, les décideurs à choisir cette date-là. Mais c'est un peu dommage parce que on ne peut pas faire d'action, en tout cas d'envergure le jour-là, pour dire que nous sommes en train de célébrer la journée africaine de la jeunesse. Bon, certes, il y a la possibilité peut-être de le célébrer en différé, mais permettez que je revienne un peu sur une remarque de Rosaline. Cette date a été choisie, mais combien de jeunes le savent? Ça aussi, c'est le moment jamais qu'on fasse de la sensibilisation. Oui, mais en fait, c'est pour ça... Elle a déjà choisi Flamé. Oui, non, elle est déjà choisie. Nous n'y pouvons rien. Justement. Donc, maintenant, c'est le travail à faire, c'est de quand même faire savoir cette date-là. Et moi, je le dis toujours, le fait de choisir les dates aussi ne résout pas les problèmes. Parce que se retrouver une journée l'année pour dire que oui, on va parler de la jeunesse, on va parler de tel sujet. Et lorsque cette journée passe là, c'est fini, ça fait 365 jours après, on se retrouve encore pour dire qu'on va parler de la jeunesse. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est mieux qu'on ait au moins une journée qui nous permettra de réfléchir sur le sort de la jeunesse africaine, qu'on n'en ait pas du tout? C'est bien, mais encore faut-il que les décisions qui sortent de ces réflexions-là puissent être mises en œuvre. Parce que... Moi, je crois que la première des choses maintenant, c'est de sensibiliser la jeunesse togolaise pour qu'elle sache qu'il y a une date comme ça, un événement comme ça, qui c'est peut-être en collaboration avec le CNJ. L'année prochaine, si Dieu nous prête vie, cette célébration aura un autre éclat plus important que le silence que nous avons observé cette année. Oui, je suis parfaitement d'accord. Je sais où tu veux nous mener. Et je milite toujours pour ça. Mais je me dis que de plus en plus, il faut qu'on sorte de la célébration, il faut qu'on sorte de l'atelier, il faut qu'on sorte des rencontres pour dire que des bon voilà, de formation. Des séminaires de formation des pour dire pratiques. Oui, après cette jeunesse-là, aujourd'hui, oui, si avec tout le monde on célèbre ça, qu'est-ce que les jeunes qui sont aujourd'hui en train de créer, les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que ça leur apporte? Quelle est la plus-value qu'on leur donne? C'est ça, en fait, l'aspect que moi je veux relever. C'est-à-dire que je dirais même qu'on n'aurait même pas besoin de se rassembler pour célébrer le 1er novembre, là, cette journée-là. Mais si on a quand même affecté des moyens, on a quand même des éléments pour accompagner cette jeunesse-là. Tout ce qu'on va dire a été déjà dit. Il y a la journée de la jeunesse, le 12 août. Qui est déjà célébré. On a tout dit. Il y a plusieurs autres journées. Vous auriez voulu que la jeunesse ait en ce jour-là? Vous auriez voulu qu'on leur donne la parole pour qu'ils puissent exposer sur leurs besoins ou leurs attentes de la part des gouvernants? Oui, ça aussi, je me dis encore qu'on l'a déjà fait. Nos gouvernants, ils ne sont pas dupes. Donc pourtant, on a déjà tout fait. Ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est de créer des mécanismes, des moyens, de mettre à disposition des moyens pour les jeunes. Tu peux donner un exemple concret? Il faut faciliter l'accès au crédit, par exemple, aux jeunes entrepreneurs. Voilà. Ça, c'est à l'occasion de la journée de la jeunesse africaine, on décrète que, bon, voilà, bon, l'accès au crédit, c'est un élément compliqué pour les jeunes entrepreneurs. Donc, faciliter cet accès-là au crédit à ces jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'on peut réduire le taux des crédits pour les jeunes entrepreneurs? Ce sont des éléments, je dirais, en tout cas, pour ma part, des éléments beaucoup plus concrets qui permettent à ces jeunes-là que, ah, bon, voilà, il y a quand même des éléments de facilité. Je ne dis pas que rien n'est fait, mais c'est pas encore accessible à tous. Il faut quand même que le jeune, au fin fond de Djarkpanga aussi, puisse, s'il veut développer son entreprise, n'ait pas l'obligation de venir à Lomé, conduire immédiatement ou bien penser que c'est en venant à Lomé là qu'il peut avoir une vie meilleure. C'est en fait... Même tout en restant dans son milieu, c'est possible qu'il ait une vie meilleure. Voilà. Tout à l'heure, Rosaline parlait et disait que si cette jeunesse a accès à certains éléments, elle pourra jouer facilement son rôle d'actrice de changement. Mais tout de suite là, quel atout pensez-vous que la jeunesse africaine dispose pour pouvoir jouer le rôle d'actrice de changement? Je pense que la jeunesse africaine a tous les atouts autour de... Autour d'elle. Tu es sur tout ou certaines? Oui, tout. C'est ce que je dis. On a tout. Maintenant, il faut la volonté. D'abord... Quand tu dis tout, les composantes, c'est quoi? Quand je parle de tout, nous avons un système
pour parler de la jeunesse, il faut commencer par l'éducation. Et aujourd'hui, nous avons un système éducatif assez relevé pour répondre aux besoins de l'heure. Donc, je pense qu'il faut maintenant une prise de conscience de nous jeunes, enfin de la jeunesse, pour pouvoir arriver là où nous voulons être. Si aujourd'hui nous sommes là plaintifs en disant que la jeunesse est laissée pour compte, la jeunesse est abandonnée, alors que nous avons la technologie aujourd'hui qui nous permet de pouvoir voir le monde autrement, de pouvoir réaliser ce que nos cœurs désirent, et qu'au lieu de l'utiliser à bon escient, nous passons tout le temps sur les réseaux sociaux en faisant des futilités, à chamailler, dépravation, tout ça. Je pense que ces atouts dont nous disposons ne peuvent pas profiter ne peuvent pas profiter à nos pays, mieux à l'Afrique. Rodolphe, parce que depuis là, je n'ai pas, à part l'éducation, tu n'as pas nommé autre atout dont la jeunesse africaine dispose pour jouer son rôle d'actrice de changement. La base, c'est l'éducation. Maintenant, il a dit, je ne vais plus revenir sur l'accès au crédit, l'entrepreneuriat. Elle a parlé de donner la parole à la jeunesse. Mais pour tout ça, il faut une éducation à la base. C'est la position d'Éric Rodolphe. Oui, en fait, moi j'ai envie de dire qu'on n'a pas forcément ces atouts-là. On ne les a pas forcément. Le premier atout dont manque la jeunesse, c'est la confiance. Il faut que la confiance en elle-même. En elle-même, mais il faut aussi que les dirigeants en face de nous aient confiance à la jeunesse. Parce que sans cette confiance-là, ces dirigeants ne peuvent pas donner l'opportunité à cette jeunesse de pouvoir s'exprimer. Cette jeunesse a besoin, par exemple, de faire partie des instances de décision. Voilà. Elle est capable de prendre des décisions, elle est capable de réfléchir par rapport à ce qu'elle doit faire pour demain. Si d'autres personnes doivent réfléchir à leur place, c'est un problème. Il faut que le jeune lui-même puisse s'asseoir, réfléchir sur son sort, sur ce qu'il doit faire demain. C'est très important. Et quand tout à l'heure, on parlait également de la technologie. Nous avons aujourd'hui le digital, qui est un moyen puissant. Et plein de jeunes aujourd'hui s'adonnent à cela. Est-ce qu'on donne vraiment l'occasion à ces jeunes-là de pouvoir l'exploiter comme il se doit? Parce qu'on en a besoin. Il y a des pays où aujourd'hui, cette technologie-là est exploitée de sorte à ce que cela est une plus-value, c'est-à-dire que c'est un véritable bénéfice pour la nation. Cette jeunesse également a besoin d'être orientée. D'accord? Et l'éducation aussi est importante. Et quand je parle d'éducation, je vais parler du professionnalisme, je vais parler de l'éducation professionnelle, je vais parler de l'éducation technique. Aujourd'hui, nos lycées techniques, comment est-ce qu'on les exploite? Quand nous prenons les universités, on a plein d'ingénieurs qui sortent. Est-ce qu'on prend le temps de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes-là qui sortent avec des diplômes d'ingénieurs, de pouvoir mettre en exergue ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils sont inventés et tout ça? Ils n'ont pas de moyens. Les moyens manquent en fait, quoi. Donc, le financement également manque. Combien de jeunes aujourd'hui ont le financement? Je crois que Flamé en a parlé. Oui. Combien de jeunes aujourd'hui ont le financement? Beaucoup ont des projets, énormément de projets. Moi, je connais plein d'amis qui sont sortis de NCI. Mais est-ce que vous savez que ce ne sont pas tous les projets qui sont bancables? Oui. Vous le réclamez tout le temps. Mais en fait, si l'État a cette volonté-là, je crois qu'on peut facilement réunir des jeunes autour des thématiques. Les projets. Autour des thématiques. Et ces jeunes-là peuvent réfléchir et sortir des solutions. Nous avons vu avec le coronavirus combien de fois ces jeunes sont créatifs. On a vu des jeunes sortir, inventer des choses qu'on ne pouvait jamais imaginer. C'est vrai. Oui. Donc, il faut qu'on donne l'opportunité à ces jeunes de pouvoir s'exprimer. C'est ce qui est important. Donc, il faut faire confiance à la jeunesse et lui donner l'occasion de s'exprimer. Voilà. Oui, lui donner les ressources aussi, en fait, d'exprimer son plein potentiel. Parce que certes, on est de plus en plus éduqués. On est de plus en plus connectés, on est de plus en plus international. En fait, on est en contact avec tous les jeunes du monde entier, plus ou moins, en fait. Mais, en réel, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Parce que si vous ne nous donnez pas l'occasion de nous montrer ce dont on est capable, comment est-ce qu'on peut le faire? Vous dites que vous mettez les jeunes au centre de vos stratégies ou de vos politiques de développement, mais à combien vous payez les jeunes quand ils sont en stage chez vous? À combien de jeunes font partie de votre staff?
Ce sont des actions, sur ces actions concrètes-là, en fait, qu'on doit commencer. Parce que les engagements sur le papier, la Charte africaine, la Journée internationale de la jeunesse, même le Conseil national de la jeunesse au Togo, en fait. À part ça, qu'est-ce qui est réellement fait? Quelles sont les opportunités qui sont réellement données, en fait, aux jeunes? On parle de notre éducation. Est-ce que notre éducation est réellement adaptée aux besoins du pays? C'est pour ça que la majorité se plaît à l'extérieur, parce qu'ils sont enfin reconnus, ils exploitent enfin leur potentiel. J'étais étudiante en Chine. Bon, je suis étudiante en Chine. J'attends juste que le coronavirus parte pour retourner. Jusqu'à je me trouve en labo, en fait, je développe mon plein potentiel. Je suis tellement à l'aise en labo parce que j'ai accès à tous les matériels et à tous les ressources, en fait, dont j'ai besoin pour faire mes expérimentations, pour, en fait, élargir mes idées ou tester les idées que j'ai en tête. C'est un environnement dopant. Certes, j'ai envie de revenir, mais je peux comprendre facilement que quelqu'un n'ait pas envie de revenir. C'est ça qui nous manque en Afrique. Une raison pour laquelle rester et pour laquelle exprimer son plein potentiel. Et c'est ça qu'on demande, en fait, aux dirigeants et aussi aux adultes. Parce que vous ne croyez pas en nous. Vous ne valorisez pas notre travail. C'est-à-dire même, aujourd'hui, les métiers du digital, quand on prend un graphisme, combien d'entreprises acceptent de payer un graphiste à la hauteur de son talent? Parce que pour vous, c'est de la créativité, c'est quelque chose qui ne peut pas, je ne sais pas, vous ne donnez pas de la valeur, en fait, à ce que nous, les jeunes, on peut faire. Et même quand on parle, quand on veut, comme on dit, quand on donne des idées, quand on donne des recommandations, en fait, et qui sont vraiment pris en compte. Je pense que certains membres de la CNJ représentent la jeunesse togolaise auprès de, comment on dit, lors de beaucoup de conférences qui parlent de la jeunesse ou de comment assurer la promotion de la jeunesse. Mais est-ce que les recommandations sont réellement prises en compte? Est-ce que ce n'est pas juste du jeu? Moi, c'est plus ça qui, pas m'énerve, mais qui me rend triste parce qu'on fait beaucoup de paraître, de semblant. Mais en fait, toute cette jeunesse-là qui a autant de talent, autant de choses à exprimer, vous ne leur donnez pas l'occasion. Vous allez dire qu'elle est banalisée, pas banalisée, elle passe son temps sur les réseaux sociaux à faire des futilités. Il n'y a pas que la jeunesse togolaise, il n'y a pas que la jeunesse africaine qui fait ça. La jeunesse européenne aussi fait de même. La jeunesse américaine fait de même. Vous allez dire peut-être que nous, on n'est pas au niveau où on doit penser à faire des futilités, mais toute la jeunesse se ressemble en fait. Il n'y a que très peu qui sortent du lot. Et s'il n'y a que très peu qui sortent du lot, ce n'est pas forcément la faute de ces gens-là qui sont restés dans la masse. Ils n'ont peut-être pas eu accès à ça. Nous, ici, on parle, mais on est plus ou moins privilégiés. On vit à Lomé, on a eu accès à une éducation et tout ça. Mais, et ceux qui sont dans les villages, au fin fond du Togo, qui sont à Agbelouvé, même juste ici. On a fait un champ à Agbelouvé, j'ai vu une école qui était en truc là, en paille. Oui, en paille en fait. Oui, en couvert de paille en fait. Et on est allé un jour de pluie, tous les bancs étaient mouillés. Dans des conditions comme ça, comment est-ce que vous voulez qu'un jeune exprime ses potentiels? Comment est-ce que vous voulez qu'un jeune sorte de cet environnement-là et puisse contribuer à l'émergence en fait? Certes, on est un atout pour l'Afrique. Mais avant d'être cet atout-là, il faut que la société ou que le gouvernement nous aide à être cet atout-là. Il faut qu'on ait en fait la possibilité de réellement montrer ce dont on est capable et exprimer notre plein potentiel. Merci Rosaline. Oui. Nous parlons des atouts dont la jeunesse africaine dispose pour jouer son rôle d'actrice de changement. Oui. Aujourd'hui, ce qui est formidable, c'est que la jeunesse peut se former sans forcément avoir besoin d'aller dans une salle de classe. C'est-à-dire on a quand même toutes les formations sur l'Internet, sur le net. Mais encore faut-il qu'on ait cette connexion-là pour pouvoir nous connecter, nous former. Aujourd'hui, tout se fait à travers l'Internet, tout se fait à travers le net. Mais, bon, à Lomé, ça va encore. Mais quitter Lomé, comment le jeune qui est à Mango, qui est à Gando, peut aujourd'hui, si à Lomé la connexion est aussi compliquée et aussi coûteuse pour la jeunesse, comment pensez-vous que cette jeunesse-là, ou bien ce jeune-là, va pouvoir se former? Aujourd'hui, il y a tout sur Internet. Il y a le bon, il y a le mauvais. C'est juste qu'il va falloir peut-être accompagner un peu pour orienter, pour dire que non, bon, peut-être ça, il y aura forcément des gens qui vont aussi aller vers cette futilité, vers la dépravation et tout ça. Ça, le monde est fait de tout. Mais, encore faut-il qu'on ait les moyens pour pouvoir, quand je dis moyens, pas forcément moyens financiers, mais les moyens techniques, les moyens technologiques, c'est dommage qu'aujourd'hui, en 2020, on soit encore à ce stade-là de connexion. C'est difficile pour les jeunes de travailler, en tout cas pour ceux qui ne sont pas dans le domaine du digital. Et aujourd'hui, avec le coronavirus, où
nous avons tous été bloqués, on a tous recouru au digital. Tout ce qu'on faisait, le télétravail, aujourd'hui, Dieu merci, on n'est pas arrivé à un stade de cette maladie-là, comme c'est le cas dans d'autres pays. Pensons-nous que réellement on peut faire le télétravail dans notre pays aujourd'hui? En tout cas, pour moi, ce n'est pas encore possible. Mais ce sont des éléments, ce sont les b.a.-ba de l'émergence. Si on n'a pas la connexion Internet, on ne peut pas aller vers l'émergence. Vous vouliez parler d'une connexion Internet de qualité, c'est ça? De très bonne qualité. De très bonne qualité. Et abordable. Et abordable, à un coût abordable. En termes de coût. Oui, parce que il faut que ça soit disponible, mais après, il faut qu'on puisse avoir assez. Et il ne faut pas seulement définir les coûts en passant peut-être au niveau de vie à Lomé. Enfin, à Lomé, ce n'est pas encore ça, hein, mais ça va encore. Lorsqu'on quitte Lomé, lorsqu'on va dans les localités, aujourd'hui, il faut quand même que tout le monde puisse avoir la technologie, tout le monde puisse avoir l'information. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, permettez peut-être que je dévienne, puis on a fait une activité dans une localité là, les jeunes sont obligés, enfin, ils pensent peut-être partir de leur localité là pour aller, c'est une localité limitrophe, aller vers l'autre pays, enfin, peut-être pour s'acheter... Parce qu'il fait mieux vivre là. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et vu ce qui se... Enfin, la localité, il n'y a même pas... Enfin, pour apprendre avec l'électricité, là, mais il n'y en a même pas. Alors que tous ces gens-là, à un moment donné, on aspire tous à un niveau de vie plus élevé. Donc, lorsque le grand frère ou bien le voisin revient de l'autre côté, on pense que non, lui, il a réussi. Mais ce sont ces gens-là aussi qui ramènent d'autres pathologies qu'on ne découvre pas toujours. Non, c'est triste, mais c'est cette réalité aussi. Je vous comprends, Flamé. C'est vrai que la jeunesse africaine dispose de certains atouts qui peuvent lui permettre de jouer son rôle d'acteur de changement, mais n'a pas tout. Donc, si nous considérons qu'elle a quand même certains atouts, concrètement, quel rôle peut-elle jouer dans l'émergence du continent, Eric? Bon, quand mon cher ami d'à côté parlait, je voudrais revenir sur un truc. Quand nous parlons ici de la jeunesse, il faut comprendre que c'est cette personne qui n'a pas encore atteint la maturité absolue. C'est-à-dire qu'il faut quand même lui donner l'opportunité de grandir à chaque fois. Et donc, si aujourd'hui, on dit que la population, enfin, que la jeunesse africaine est volontariste et que nous manquons des ressources pour évoluer, je me dis que cela dépend de l'éducation. Je reviens sur ça d'abord pour répondre à votre question, juste pour dire que si nous parlons de l'Internet, combien d'enfants dans mon village connaissent ce qu'on appelle Internet? Combien d'enfants connaissent ce qu'on appelle d'abord Android, que tout le monde utilise à Lomé? Maintenant, tu vas te charger d'aller faire la sensibilisation. Dans ton village, quand nous parlons de l'État, l'État ne peut pas tout faire. Oui, mais je pense quand même... Nous pouvons constituer des relais. Parce que je pense quand même que le monde actuel tourne autour de l'Internet et qu'il faut quand même intégrer dans le système éducatif de base, c'est-à-dire au cours primaire, cet enseignement, montrer à quoi sert la technologie, l'Internet et tout ça. On a besoin de ça d'abord pour pouvoir évoluer. On va revenir à ma question. Avec le peu d'atouts dont dispose la jeunesse africaine, concrètement, quel rôle peut-elle jouer dans l'émergence du continent? Je pense que quand nous avons pris la parole, nous avons essayé de dire ce que la jeunesse africaine peut jouer comme rôle. Nous avons parlé de la prise de parole quand la jeunesse est au centre des débats. C'est ça tu appelles rôle? Non. Je voudrais parler de... Quand je parle de la jeunesse, quand la jeunesse prend la parole, quand on fait confiance à la jeunesse et qu'on confie des rôles de responsabilité, des tâches de responsabilité à la jeunesse peut apporter tout son savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 1930. Les choses ont tellement évolué que ce que on nous apprend aujourd'hui à l'école, je ne pense pas que nos parents l'avaient dans le temps. Donc, il faut mettre maintenant la jeunesse pour pouvoir accompagner
les gouvernants, l'État, aujourd'hui, nous nous félicitons. Est-ce que tu veux dire que la jeunesse a besoin qu'on la mette sur les rails afin de pouvoir jouer le rôle dont je parle? Bien sûr, aujourd'hui, le Togo... Je voudrais que tu sois un peu concret dans tes propos. Oui, aujourd'hui, le Togo, nous disposons d'un jeune ministre. Nous avons une ministre qui n'a que 29 ans. C'est ce que nous voulons. Et je pense qu'elle va faire ses preuves. Et ces preuves consisteront à prouver l'importance de la jeunesse au sein de nos sociétés africaines. Tu vas loin de Rodolphe. Ok, d'accord. La jeunesse, il faut rappeler d'abord que la jeunesse africaine, c'est 60% de la population africaine. Et c'est déjà une grande force. Et quel rôle elle peut jouer? Elle peut jouer un rôle important dans toutes les sphères. Quand nous prenons dans le domaine de la politique, nous avons des jeunes qui sont capables de diriger, qui sont capables d'être des leaders accomplis, qui sont capables d'apporter des réflexions pour l'avenir de notre pays. Nous avons des jeunes capables d'entreprendre, d'être de très bons entrepreneurs. Je suis heureux de voir que le Togo a choisi la consommation locale, qui est très importante. Donc il faut donner l'opportunité à nos entrepreneurs d'avoir un marché, d'avoir l'occasion de pouvoir vendre, d'avoir l'occasion de pouvoir exprimer ce qu'ils savent faire et que cela soit consommé et cela puisse leur apporter quand même de l'argent, cela puisse leur apporter un bénéfice et qu'ils soient à même motivés à mieux faire, à mieux s'engager. Les jeunes sont également capables d'apporter un plus dans l'émergence africaine à travers le digital, à travers la technologie, à travers les inventions, à travers tout ce qui est création. Nous avons vu dans d'autres pays, cela se fait. Au Togo également, nous avons vu avec le coronavirus où les jeunes ont apporté un grand plus. Moi, j'étais là quand je réfléchissais à monter une vidéo pour pouvoir sensibiliser et tout ça. J'étais surpris de voir d'autres jeunes déjà emboîter le pas, commencer à créer des choses. Et on a vu déjà des jeunes qui n'ont pas attendu à ce que l'État leur donne les moyens. Eux-mêmes avaient les mêmes moyens. On fabriquait des cache-nez, ils sont allés à la rencontre des populations, apporter ces cache-nez-là, sensibiliser la population avec les mêmes moyens, avec ce qu'ils avaient, ils l'ont fait. Tout récemment, nous avons constitué un petit groupe de jeunes, nous sommes allés dans un quartier de Lomé, nous sommes allés rendre le quartier propre. C'est vrai, quand nous sommes arrivés, les gens nous voyaient, mais on dit ceux-là, ils n'ont rien à faire, ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Mais nous avons laissé nos boulots. Les gens sont venus garer. Parmi nous, il y avait des personnes qui avaient des voitures, qui sont venues garer leurs voitures. Ils sont descendus de leur voiture, ils ont pris leur balai et commencé à balayer la devanture des gens. Les gens n'ont pas forcément compris. Mais nous, on jouait un rôle citoyen. C'était une façon pour nous de pouvoir appeler les uns les autres à jouer le même rôle que nous. Si chacun de nous essayait de faire pareil, je dis toujours que le changement commence dans notre environnement le plus immédiat. Voilà. Donc il faut commencer déjà depuis notre chambre, arriver ensuite dans notre cour, dans le quartier, donc on finit par impacter notre communauté et plusieurs communautés se trouvent impactées, notre nation se trouve impactée et c'est toute l'Afrique en ligne de compte qui va se trouver impactée. Donc chacun de nous doit pouvoir jouer un rôle citoyen important. Donc le jeune a vraiment cette latitude-là de pouvoir impacter, contribuer. Voilà, de contribuer. Voilà. Merci, Rosaline. Le rôle de la jeunesse, pour moi principalement, c'est de servir de pont entre les idées de développement ou les objectifs, on va dire les objectifs de développement durable en fait, et les actions concrètes. En fait, c'est comme si c'est la jeunesse qui doit être la main qui réalise en fait tout ce qu'on a idée pour créer un monde meilleur. Si on veut réellement atteindre les objectifs du développement, les objectifs durables du développement, il faut qu'on mette les jeunes au centre des stratégies en fait. Parce que pas sur papier, mais concrètement. Concrètement, il a dit, on n'est plus en 1930, beaucoup de choses ont changé. Et ceux qui sont dans leur bureau en train de designer les stratégies ou les politiques, en fait, ils ne vivent pas les... designer. Bon, oui, en fait, de rédiger les stratégies, ils ne sont pas à notre place. Ils ne sont pas ceux qui subissent, en fait. Parce que la génération qui nous suit, là, les adultes, en fait, actuellement, vous ne subissez pas directement comme nous, en fait, les conséquences du réchauffement climatique, ou vous ne les ressentez pas comme nous. Peut-être que jusqu'à ce que la situation ne soit plus tenable, vous ne serez peut-être plus là. Mais nous, on sera là et on verra nos enfants vivre les conséquences là. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus, pas
engagés, mais concernés par les problèmes de la société, un peu plus que les adultes en fait. Parce que, pas que les adultes ont fait leur temps, mais on est au centre, on est ceux qui doivent construire demain. Il a dit, la jeunesse, ce n'est pas aujourd'hui, mais la jeunesse, c'est demain. Donc le rôle de la jeunesse actuellement serait d'être prêt à faire tout, à s'engager citoyennement, civiquement, en fait, pour un monde meilleur, à se positionner sur des sujets qui font peut-être polémique, mais qui vont amener à un monde plus égalitaire. Par exemple, c'est la jeunesse, en fait, qui doit plus réclamer l'égalité entre les gens. C'est la jeunesse qui doit plus réclamer des engagements concernant le réchauffement climatique ou les environnements. C'est la jeunesse, en fait, qui doit plus réclamer ces choses-là et qui doit tout faire pour être écoutée. Parce qu'il y a aussi parce qu'elle est tributaire des retombées de ce changement. Oui, Flamé. Oui, et d'abord, je veux dire quand même que la jeunesse, c'est aujourd'hui et demain. Hein. C'est pas que demain, quoi. Demain se prépare aujourd'hui. La jeunesse, c'est tout de suite, voilà, c'est le présent et c'est le futur. Voilà. Maintenant, en termes de rôle, les amis ont dit beaucoup de choses. Moi, je dirais aussi qu'il faut que la jeunesse se forme et s'informe. Parce que pour aller parler d'un sujet, il faut maîtriser ce sujet-là. C'est aussi quelque part notre faute, hein, si aujourd'hui peut-être les aînés ne semblent pas nous écouter, n'ont pas confiance en nous. C'est parce que je trouve, pour ma part, que les jeunes veulent tout faire en même temps. Or, bon, on a souvent qui trop embrasse mal les trains. Parce qu'il faut quand même qu'on se spécialise sur des sujets-là et qu'on sache que non, sur cette thématique-là, moi je peux dire que, bon, par exemple, hein, quand on va parler peut-être des questions de genre, je dirais que non, bon, moi je ne m'y connais pas, mais je fais appel à Rosalie qui, je sais qu'elle est capable de porter la voix de la jeunesse sur cette thématique-là. Mais si on veut parler du climat et de l'eau. Si on veut parler de l'eau, je sais que je m'y connais. Et il faut aussi que nous, en tant que jeunes, on arrive à ce stade-là. Parce que, je pense, je ne veux plus revenir sur les autres rôles, hein, mais... Non, je pense que si on parle de paix et sécurité, leadership, on trouve Rodolphe. Hein? Oui, évidemment, mais aujourd'hui, ce que je remarque et ce qui est dommage, et ça, c'est de la jeunesse, c'est que on veut peut-être être là partout. En même temps. Oui, moi, Flamé, je vais être là sur les questions du genre, sur les questions de paix et de sécurité, alors que je ne peux pas maîtriser tous ces domaines-là. Et il va falloir qu'en tant que jeune, on fasse ce travail-là à notre niveau pour se dire que non, mais il faut, si on veut aller vers les autorités, si on veut aller vers les gouvernements, si on veut se faire entendre, il faut que déjà, à notre niveau, entre nous-mêmes, on se comprenne. Parce que bon, on l'a dit en début, hein, les gens sont là pour pouvoir nous diviser, pour mieux nous manipuler. Et donc, si nous-mêmes, à notre niveau, on se met des coups bas et ainsi de suite, il va falloir vraiment qu'on fasse ce travail-là de repli pour se dire que non, il va falloir que sur des thématiques spécifiques, on se spécialise et avoir quand même les éléments. Parce qu'aujourd'hui, quand on dise, on va arriver à un stade où il va falloir qu'on dirige. Mais si, bon, on est partout, à un moment, on ne sera pas assez préparé. Ce travail-là. Je vais vous donner l'occasion d'écouter un jeune qui est engagé comme vous dans l'émergence de l'Afrique. Et ça sera dans Podium Interview. Et on reviendra en parler juste après. Il faut d'abord dire que l'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Les choses ont évolué et on peut voir aujourd'hui en Afrique beaucoup de jeunes Africains qui font la différence aujourd'hui, qui créent, qui innovent. Et cela prouve à suffisance que le futur de l'Afrique est certain. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire à ces jeunes Africains ou quelle jeunesse africaine pour une Afrique émergente? Il faut simplement dire que on doit davantage voir des jeunes Africains visionnaires qui portent de très grandes visions, qui sont vraiment déterminés, engagés à voir ces visions s'accomplir. Il faut une jeunesse qui prenne plus de confiance en elle-même et en des initiatives, se retrouver entre eux,
créer des choses ensemble et croire en ces choses. Aujourd'hui, l'Afrique dispose de plusieurs opportunités. L'autre défi, c'est le défi de l'information. Donc, il faut que cette jeunesse soit une jeunesse battante qui croit qu'il y a de l'information, qu'il y a des opportunités et qui aille vers ces opportunités qui existent aujourd'hui en Afrique. Et si nous arrivons donc à avoir cette jeunesse qui non seulement engagée, mais qui se veut aussi compétente, qui travaille par rapport à sa compétence, déterminée pour son futur, nous pensons réellement que l'objectif que nous tous nous visons, qui est de voir une Afrique meilleure, merveilleuse, excellente, bien établie et bien bâtie, ne sera qu'une réalité. Ce sont là les propos de Coco Agbouzoumévi. Vous l'avez écouté, Rodolphe? Bien sûr. Et je suis heureux déjà de voir des jeunes qui, disons, nous sommes tous motivés. Nous sommes tous motivés. Nous avons tous cette volonté de pouvoir véritablement construire une Afrique émergente, une Afrique développée. Et il a dit, il faut faire preuve également de citoyenneté. Voilà, parce que ce qui doit nous motiver en premier, c'est ça, c'est l'amour de notre patrie, c'est l'amour de notre Afrique, c'est voir notre Afrique aller de l'avant. Donc lorsque nous avons l'opportunité, par exemple, d'aller à l'extérieur, d'aller apprendre, il faut qu'on puisse avoir cette fibre patriotique qui nous pousse à revenir dans notre nation pour pouvoir apporter ce qu'on a appris à l'extérieur et venir développer notre nation. C'est vraiment très important. Il a touché un point qui est important, que les jeunes apprennent à travailler ensemble. Oui, oui. Je voulais même le préciser tout à l'heure. Vous savez, il y a déjà une minorité de jeunes qui ont réussi à sortir du lot. Voilà. Et cette minorité-là, c'est à nous cette responsabilité d'attirer maintenant ceux qui sont dans la masse. Et il faut trouver un moyen, peut-être, d'aller vers eux, les sensibiliser, les conseiller, aller déjà dans les écoles, puisque la grande majorité de la jeunesse se trouve aujourd'hui à l'école. Il faut trouver le moyen d'aller vers cette jeunesse-là. Pourquoi pas trouver des occasions pour pouvoir les sensibiliser, créer un environnement où on peut discuter avec eux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Eric, je crois que nous sommes au dernier tournant de notre échange. Quelle jeunesse faut-il, en résumé, pour une Afrique émergente? Je pense que l'Afrique... en quelques mots. Oui, l'Afrique a déjà une jeunesse émergente. Nous sommes là juste que nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin, la jeunesse a besoin de soutien. D'accompagnement. D'accompagnement surtout. Et pour qu'elle soit moins immigrante. Et maintenant, il y a un adage qui dit, tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est contre moi. Bien sûr. Donc, nous devons mettre le besoin qu'on vous mette au centre des préoccupations de façon concrète. Merci, Flamé. Une jeunesse davantage engagée, une jeunesse davantage responsabilisée. Et quand je dis responsabilisée, là, c'est pas seulement participer aux ateliers, hein, non. Une jeunesse à qui on donne la latitude de faire, et quitte à être derrière, à l'orienter, de prouver sa compétence et ses capacités. Et une jeunesse quand même qui a tous les moyens pour son progrès et en même temps pour le développement du pays, du continent. Merci, Rosalie. Dans le podium interview, il y a une phrase qui m'a interpellée. Il a dit une jeunesse qui se veut compétente. Et par là, j'ai compris des gens qui cherchent à évoluer, des gens qui cherchent à acquérir la compétence. Et pour moi, une jeunesse, la jeunesse qu'il faut pour une Afrique émergente, c'est une jeunesse qui n'aime pas la médiocrité. Malheureusement, nous aimons trop la médiocrité. Nous aimons trop, bon, je l'ai fait et puis ça va. C'est comme avec l'histoire des masques là. Quand tu veux rentrer dans une pharmacie, tu n'as pas de masque, on ne te laisse pas entrer. Mais il suffit que ton masque soit sous le menton, même pas couvrir le nez ou la bouche, on te laisse rentrer en fait. C'est des petits trucs comme ça qui prouvent à quel point on aime la médiocrité. On veut juste faire la tâche. On s'en fiche de son impact ou en fait si elle est bien faite. Et c'est à ça que moi je veux appeler en fait la jeunesse africaine. Il faut qu'on ait la culture de l'excellence et qu'on laisse de côté la médiocrité. Quand on te confie une tâche et que tu sais que tu n'as pas les compétences de le faire, soit tu la délègues à une personne qui a les compétences, soit tu fais tout pour acquérir les compétences et pour bien faire la tâche. Non seulement tu la délègues, mais tu apprends en même temps. Tu apprends en même temps. Donc il faut t'assurer en fait que la manière dont tu vas exécuter la tâche
puisse permettre à une autre personne d'avoir cette même opportunité après. Parce que tu vas peut-être miner toute la jeunesse auprès d'un responsable juste parce que tu n'as pas bien fait cette tâche-là. Donc, je nous appelle vraiment à cultiver l'excellence et à laisser la médiocrité. Merci beaucoup. Rodolphe, en une seconde. Oui, en une seconde, je dirais qu'il faut éviter tout simplement le suivisme. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui suivent et subissent. Donc, il est important qu'on puisse abandonner cela et qu'on soit autonome, qu'on apprenne nous-mêmes à pouvoir prendre les rênes, à pouvoir diriger, à pouvoir conduire, à pouvoir être des leaders accomplis, à pouvoir être des innovateurs. Voilà. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Nous sommes au terme de notre échange. Je remercie ce panel de jeunes engagés qui nous a permis de comprendre ou de découvrir les atouts dont dispose la jeunesse africaine pour jouer son rôle d'actrice de changement. Donc aujourd'hui, j'ai été au plateau de ma gauche vers ma droite avec Eric Diakbavi. Il est juriste spécialisé dans le droit des transports et logistique. À la suite d'Eric, nous avons Flamé Ahiafor qui est consultant individuel, WASH et développement durable. Ensuite, Rosalie Chikpuya, elle est la chargée de communication du mouvement Girls Motion. À sa suite, Rodolphe Sanvi, il est le secrétaire général de Speed International. Chers amis de Podium Jeunesse, la jeunesse africaine, nous l'avons remarqué dans les propos de nos invités, est une ressource vitale et positive, une force dynamique au développement. Elle joue un rôle important dans la réalisation du développement durable, la prévention des crises et la promotion de la paix. Elle est une opportunité pour le continent, notamment en matière d'innovation et de transformation sociale. Placer donc la jeunesse au cœur de l'émergence du continent, c'est miser sur l'avenir du continent. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Olympio, what a gang, Ayoko.